On vient de l'Observatoire national du suicide. Je m'appelle Jean-Baptiste Azot. Je suis accompagné d'Adrien Guichard, qui est doctorant à l'ONS. L'ONS, l'Observatoire, est là pour améliorer la qualité des données et des connaissances sur le phénomène suicidaire, les connaissances notamment statistiques, mais également sociologiques et anthropologiques. C'est pour ça qu'Adrien, qui est doctorant en sociologie à l'ONS, participe à cette présentation. On commence très vite. Désolé pour le titre, on va vous parler de suicide et non pas de comportement suicidaire. Aujourd'hui, on s'est concentré sur cette présentation, sur vraiment le phénomène suicidaire. Les derniers chiffres datent de 2023, on aura ceux de 2024 seulement en juin. On a eu un peu peur en 2022 avec une petite remontée qui nous laissait craindre la fin d'une baisse historique, et finalement en 2023, on a retrouvé des chiffres plutôt rassurants et je dirais stables sur la période 2020-2023. On espère que ça continuera comme ça. C'est la même chose en graphique, puisqu'on a les chiffres qui datent de 2025. Je ne sais pas si j'ai un pointeur. On a les chiffres qui datent de 2025 et qui vont jusqu'en 2023. Et vous voyez qu'on est sur une période un peu stable, donc de fin d'une tendance baissière qui était quand même assez importante depuis les années 2000. Et même avant, on voit qu'en 2023, ça repart un peu à la baisse. Peut-être que c'est une reprise de cette tendance baissière, ce qu'on espère et qu'on appelle de nos voeux, bien sûr. Quand même un rappel, parce qu'on a beaucoup parlé des jeunes filles, notamment nous, dans nos études à l'ONS, parce qu'il y a effectivement un phénomène en termes de gestes auto-infligés, de scarification et de tentatives de suicide chez les jeunes femmes, qui date des années 2000-2015 et qui a été accélérée par la crise du Covid et non pas déclenchée par elle comme on a cru au départ. Donc on en a beaucoup parlé, mais il faut ne pas oublier à l'autre bout du spectre démographique les hommes âgés. Là, c'est les taux de mortalité par suicide par classe d'âge et par sexe. Et vous voyez que les femmes de moins de 25 ans ont des taux de mortalité par suicide de 2 pour 100 000, alors que les hommes de 85 ans et plus ont des taux de 86 pour 100 000. Donc on est quand même dans des rapports très importants. Voilà, il ne faut pas négliger cette distinction-là quand on parle du suicide et ne pas oublier le bout du spectre. Vous l'avez en graphique sur la droite, c'est la même chose. Il s'agit des hommes âgés. On voit d'ailleurs que chez les femmes, le rôle de l'âge est beaucoup moins marqué. Bon, les taux de suicide chez les femmes sont de toute façon bien inférieurs à ceux des hommes, mais on voit qu'il y a un phénomène de plateau arrivé à la cinquantaine où le risque, en tout cas les taux de suicide restent assez stables dans ces âges-là chez les femmes. Alors là, c'est une autre histoire, puisque là, je vous présente un graphique qui vous montre la part des décès attribuables au suicide, par âge également et par sexe, et puis par âge, pardon, pas par sexe. Et je vous ai mis en comparaison la part de la mortalité attribuable au cancer et aux accidents. Donc vous avez la part des décès qui sont des suicides par classe d'âge. Et vous voyez que, alors là, le graphique va dans l'autre sens, et on voit que finalement, comme les jeunes meurent de peu de choses, et fort heureusement, le suicide prend une part assez importante dans leur mortalité. Donc voilà, ça demeure également une problématique pour cette classe d'âge-là, mais pour d'autres raisons et sur d'autres indicateurs. Donc il faut savoir naviguer entre ces deux indicateurs, le taux de suicide pour 100 000 personnes en vie et la part de la mortalité attribuable au suicide. On va vous présenter une étude qu'on a réalisée à l'ONS qui s'intéresse aux déterminants et aux disparités sociales de mortalité par suicide. On s'est posé la question, grâce à une base de données, de savoir quelles étaient les caractéristiques socio-économiques associées à la mortalité par suicide. À l'adresse, qui est la direction de la statistique du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Santé, on s'intéresse beaucoup aux inégalités sociales de santé. On sait qu'elles sont très très lourdes quand on s'intéresse à la santé mentale, que globalement, vous le savez, je vous apprends rien, mais les pauvres ont une santé mentale bien plus dégradée que les riches dans notre pays. On a par ailleurs des très belles études de l'INSEE qui montrent que les inégalités sociales d'espérance de vie
sont très marquées dans notre pays et qu'elles s'accroissent, c'est-à-dire que quand on compare la mortalité des plus riches et des plus pauvres, on voit que ces derniers temps, le fossé s'est creusé, donc les riches vivent de plus en plus vieux, mais les pauvres ne suivent pas en synthétique. Voilà. On n'avait pas d'informations en revanche sur les inégalités par cause de mortalité, et c'était une demande de l'Observatoire du suicide, d'avoir un peu plus de données socio-économiques sur les personnes décédées par suicide. Alors on s'est inscrit modestement dans une tradition sociologique qui commence avec Durkheim et qui disait, lui, sur des données de la fin du 19e siècle, que la misère protège, parce qu'il observait que dans les territoires les plus pauvres, finalement, il y avait moins de suicides à l'époque que dans les villes et les territoires qui regroupaient des personnes plutôt riches. Baudelot et Stablet, je salue Christian Baudelot qui nous a beaucoup inspiré pour ce travail, nous montrent dans les années 80 que ce serait plutôt que les choses se sont un peu inversées, que finalement c'est très certainement les personnes les plus pauvres qui sont les plus à risque de suicide. Et puis bon, court encore, malgré tous les programmes de prévention, quand même une idée, une version du suicide un peu courage associée à des valeurs de contrôle qui sont plus, qui rappellent plutôt les CSP dans la société. Et donc on a voulu essayer de montrer quelles étaient les catégories sociales qui présentaient le plus de risques de se suicider. On a utilisé, je vais passer vite sur la méthode pour essayer de rattraper un peu le temps, on a utilisé une base de données qui concerne 4% de la population pour lesquelles on a beaucoup d'informations, les informations fiscales, les informations du recensement, les informations de la carte vitale, en gros, donc les consommations de soins, et on l'a appareillé à une base de données du CEPIDC, c'est la base qui catalogue tous les décès qui surviennent en France depuis 1968 et leurs causes médicales. On a fait ce travail d'appareillement et on a pu travailler sur la période 2004-2021 sur 320 000 décès, dont 4 000 suicides. Le premier résultat, ça a été de montrer que sur ces 10 années, sur 10 années 2011-2021, le taux moyen de suicide est 2 à 3 fois plus élevé chez les plus pauvres. À gauche, le D1, c'est les 10% de la population les plus pauvres en termes de niveau de vie. Donc ça, c'est les données fiscales de revenus tels que déclarés au fisc. Donc les personnes des 10% les plus pauvres ont ont des taux de suicide 2 fois supérieurs à ceux des 10% les plus riches, que ce soit chez les femmes comme chez les hommes. D'ailleurs, le gradient social est quasiment identique chez les hommes comme chez les femmes. Alors on a séparé la population entière de la population née en France, parce qu'on avait vu cette espèce de petites retombées chez les plus pauvres. Et alors c'est lié à un phénomène peut-être que vous ignorez, mais alors, dans les catégories avec les niveaux de revenus les plus bas, la proportion d'immigrés est très importante. Elle est de 15 à 20%, alors qu'elle est que de 5% chez les plus riches. Et les populations immigrées ont des taux de suicide très très basses par rapport aux personnes nées en France et particulièrement en métropole. C'est ce que montre cette carte-là qui est publiée. Donc ça, c'est la carte de la mortalité par suicide en fonction de la région de naissance, pas de la région où a lieu le suicide. Ça ressemble quand même étrangement aux cartes de mortalité par suicide qui partent du lieu de décès, mais là, c'est le lieu de naissance des gens. Donc ce que ça dit, c'est que les Bretons, les Normands et les Normands des Bretonnes de naissance ont des taux de suicide beaucoup plus élevés par rapport à la moyenne nationale. Les DOM sont plutôt protégés, en tout cas beaucoup chez les hommes. Et les personnes nées à l'étranger, notamment en Afrique subsaharienne beaucoup, et aussi au Maghreb, ont des taux de suicide plutôt diminués par rapport à la moyenne de la population. Alors quand on discute avec des soignants, surtout les gens qui travaillent avec les migrants, souvent ça peut un peu déranger parce que c'est des gens qui travaillent avec avec des publics qui ont des parcours migratoires un peu traumatiques et qui nous disent « mais non, moi je travaille avec des gens qui ont une santé mentale très dégradée ». Il ne faut pas oublier que la population immigrée, donc c'est-à-dire qui est née étranger à l'étranger, est une population très hétérogène et donc voilà, qui ne concerne pas uniquement les migrants qui viennent d'arriver sur le territoire. On a pu regarder également la mortalité selon la classe, la CSP, la catégorie socio-professionnelle. Donc on a vu
Là, je vais peut-être faire un tout petit peu de pédagogie, que selon la profession et les grands groupes professionnels, la mortalité par suicide était différente. Alors, on voit chez les agriculteurs que le taux brut, donc réel dans la population, chez les agriculteurs, est surélevé par rapport à la moyenne, à l'ensemble. Donc là, vous êtes chez les hommes. En revanche, quand on standardise ce taux, c'est-à-dire quand on tient compte du fait que la moyenne des agriculteurs la moyenne d'âge des agriculteurs est plus élevée que la population. Les agriculteurs sont beaucoup plus vieux en moyenne que les autres actifs. En fait, on diminue ce taux standardisé qui est fictif, qui ferait comme si les agriculteurs avaient la même distribution d'âge que tout le monde. À ce moment-là, on voit que le taux de décès par suicide des agriculteurs reste élevé, mais il n'est pas statistiquement différent de la moyenne. Donc, dans la publication, je vous invite à aller lire si vous êtes intéressé, on explique un peu plus ce travail de standardisation. Il ne faut pas oublier que les taux standardisés sont des taux fictifs qui font comme si une population considérée avait la même distribution d'âge que le reste de la population. Ce qui parfois n'a pas toujours de sens. Si on travaille par exemple sur les personnes en études, ça n'a pas vraiment de sens de faire comme si les étudiants avaient le même âge que toute la population. Mais c'est important quand on regarde les chiffres dans certaines catégories professionnelles, comme les agriculteurs. Là, c'est les chiffres chez les femmes. On voit beaucoup moins de différence selon les CSP chez les femmes que chez les hommes. C'est des observations qui se maintiennent à autres caractéristiques égales. Là, le graphique, c'est ce qu'on appelle des modèles multivariables qui ajustent en fait les variables et les caractéristiques des individus entre elles. Ce que ça montre, c'est quel que soit l'âge et les autres caractéristiques, le niveau de vie reste très associé à la probabilité de décéder par suicide. On voit bien que les cadres sont très protégés par rapport aux agriculteurs, aux employés et aux ouvriers, qui sont des catégories à risque, surtout chez les hommes, de se suicider par rapport aux cadres. Le lieu de naissance reste aussi un élément plutôt protecteur quand il n'est pas... Toutes les personnes nées hors de la France métropolitaine sont plutôt moins à risque. Voilà. Et on avance un peu. Voilà, on a pu également détecter, grâce à cet échantillon de la population, certaines populations très à risque, qui sont connues par ailleurs, hein, les femmes et les hommes détenus, les personnes sans abri, certaines professions comme les policiers et les militaires ont des taux quand même assez élevés, même si statistiquement c'est pas différent de la moyenne, mais on voit quand même des chiffres qui sont un peu inquiétants. Le monde ouvrier, les mondes ouvriers beaucoup, les agriculteurs exploitants, particulièrement ceux des petites exploitations. Et on a pu voir aussi un phénomène intéressant, c'est quand dans vos données fiscales, le dernier événement fiscal c'était le décès de votre conjoint, surtout chez les hommes. Cet élément-là venait multiplier par 10 le risque de suicide chez les hommes, donc particulièrement les hommes âgés, puisque c'est là que le veuvage intervient. Et c'est impressionnant quand on rentre cette variable-là dans le modèle, le fait d'être veuf, ça efface quasiment l'effet de l'âge élevé chez les hommes, comme si la surmortalité que vous avez vue au départ des hommes âgés était lourdement, en tout cas en grande partie, à mettre en relation avec le fait de perdre un conjoint. Bon, c'est des éléments statistiques qui ne sont pas déterminants au niveau biographique quand on traite un individu, mais c'est quand même quelque chose qu'on retrouve et qui est intéressant. Voilà. Fabrice l'a dit, on a revu quelque chose qui est connu, mais je n'imaginais pas l'ampleur de cet effet-là. Les addictions, les problématiques de santé mentale identifiées à partir de la carte vitale. Donc c'est uniquement les troubles psychiatriques qui sont traités, puisque la carte vitale ne répertorie que des données de soins, de consommation de soins. Mais les gens qui sont identifiés à partir de leur consommation de soins comme porteurs d'un trouble psychique ont des taux parfois 100 fois supérieurs à la moyenne. C'est notamment le cas des addictions et des troubles bipolaires. Voilà, c'est des choses qui sont sues, mais c'est toujours mieux de le rappeler en chiffres. Bon, en conclusion, on voit des inégalités sociales très marquées. On voit que la pauvreté moderne n'est plus la même que la pauvreté à l'époque de Durkheim. On voit quand même des mécanismes sociaux qui sont quand même genrés, puisque c'est notamment le diplôme et la catégorie socio-professionnelle ne jouent pas de la même façon selon les sexes. Et on rappelle le rôle écrasant des troubles psy.
L'étude a des forces et des limites, mais je vous laisserai regarder les diapos parce qu'on va être à court de temps, donc vous regarderez les diapos plus tard. Et puis ça ouvre quelques perspectives de recherche. On aimerait bien continuer ce travail et n'hésitez pas lors des échanges à nous dire ce qui serait peut-être plus intéressant à creuser. Et je te laisse la parole, Adrien. Désolé. Bonjour à tous et à tous. Donc moi, je vais profiter des quelques minutes qui nous restent pour vous proposer quelques pistes d'explication, d'interprétation sociologique des conduites suicidaires, notamment ici du suicide. Donc l'idée, voilà, c'est pas forcément de faire un long développé, mais de proposer quelques pistes à creuser ou pas. Et donc une première piste d'explication, et comme on vient de le voir avec ces différentes statistiques, c'est la question de l'articulation entre les souffrances, dites souffrances sociales, et les conduites suicidaires ou le suicide. Donc Jean-Baptiste nous a parlé de Durkheim, de la misère, etc. Des travaux qui ont été réactualisés, donc on parle beaucoup aussi pas mal des mécanismes qui sont liés aux conditions de vie, donc des conditions qui sont à la fois aussi une stigmatisation qui est à la fois une exclusion symbolique, mais qui est aussi à mettre en relation avec des conditions de vie matérielles qui peuvent du coup affecter durablement la santé mentale et parfois mener à des conduites suicidaires ou des suicides. La question de l'immigration aussi, que Jean-Baptiste a soulevée et que je ne vais pas approfondir, mais qui pose des questions ambivalentes à la fois sur la protection, mais aussi l'exposition au risque. Inégalité territoriale, on en avait dit un peu, on n'en a pas beaucoup parlé, mais se posent des questions d'effets territorialisés en lien avec la pauvreté, le chômage, l'inactivité, comme des fermetures d'usines ou dans des bassins industriels, etc. La question de l'offre de soins, on avait reçu il y a quelques temps des chercheuses Magali Coldefi et Coralie Gandré dans le cadre de l'Observatoire national du suicide qui nous avaient montré l'importance de l'offre de soins et de l'accès aux soins dans les questions de santé mentale pour pouvoir se soigner et potentiellement réduire le risque de conduite suicidaire. La question de l'emploi, donc Jean-Baptiste en a déjà parlé, des rôles de l'emploi et des catégories socio-professionnelles. Mais donc tout ça, ça implique aussi d'aller chercher un peu plus loin que simplement des effets un peu de souffrance sociale. Pardon. Et ce sont des travaux qui insistent sur d'autres dimensions liées pas seulement aux inégalités sociales, mais aussi aux inégalités de genre, par exemple. Donc on avait fait venir, pareil, dans le cadre de l'Observatoire national du suicide, une chercheuse, Sylvia Canetto, qui a parlé de ce qu'elle appelle le paradoxe du genre, et c'est ce que Jean-Baptiste vous a présenté juste avant, c'est les hommes se suicident plus et les femmes tentent plus de se suicider, ou en tout cas ont des conduites suicidaires qui n'aboutissent pas à la mort. Et donc elle, ce qu'elle explique, c'est que la façon d'exprimer son mal-être est socialement construite, et la manière de dire, d'identifier, de qualifier son mal-être est différente. Et la façon dont les hommes ont été éduqués à plus extérioriser la souffrance, tandis que le fait d'identifier ses émotions, de pouvoir en parler, est plus quelque chose dont les femmes sont plus éduquées, favorise donc des conduites suicidaires mortelles chez les hommes et non mortelles chez les femmes. Le paradoxe de l'âge aussi, dont Jean-Baptiste vient de parler, avec cette idée que les personnes âgées se suicident plus, en tout cas que le taux de suicide est plus élevé chez les personnes âgées, mais que la part de mortalité associée au suicide est plus élevée chez les jeunes. Donc tout ça invite à élargir les questions, pas seulement liées aux inégalités sociales, mais aussi à aborder d'autres dimensions qui pourraient être liées au suicide et en tout cas à une santé mentale dégradée. Et ces dimensions, voilà, on peut aussi en apporter d'autres. Donc c'est pas pour faire une espèce de liste de courses de tous les déterminants sociaux associés aux conduites suicidaires, mais c'est pour prendre en compte, voilà, une pluralité d'expériences sociales qui pourraient expliquer comment, en fait, d'autres dimensions sont associées à une santé mentale dégradée. Et ça, c'est notamment lié à la question de la violence. Donc on a vu que d'un côté, des recherches ont montré que d'un côté, des personnes qui sont situées dans des positions dominées au sein de la société subissent plus de violence, et que cette violence est fortement associée à des conduites suicidaires. Donc c'est par exemple une enquête qui a été menée en 2015 sur les violences de genre montre que 65% des personnes qui déclarent avoir déjà tenté de se suicider ont subi des violences. Donc quand on parle de violence ici, c'est à comprendre de manière très générale sur un continuum qui va de la violence physique
passant par la violence psychologique jusqu'à la violence sexuelle, et que donc 65% des personnes qui déclarent avoir déjà tenté de se suicider ont subi des épisodes de violence dans la vie. Et donc tout ça invite à réfléchir sur quelle est la condition d'apparition de cette violence, et ces conditions d'apparition de cette violence sont à comprendre dans la manière dont les individus sont positionnés dans la société. Est-ce qu'ils sont davantage soumis à des rapports de domination dans lesquels ils sont en position défavorable? Donc, par exemple, pour illustrer ce propos, on en parlait un peu déjà en introduction, mais la question des minorités sexuelles et de genre, c'est des personnes qui sont, on le sait, très exposées aux conduites suicidaires, et en parallèle, c'est aussi des personnes qui sont très exposées aux violences. Et ce qui conduit, dans certaines études, à montrer que des personnes trans, donc des personnes qui ne s'identifient pas au genre ou au sexe qui leur a été assigné à la naissance, sont entre 30 et 50% à avoir déclaré avoir déjà fait une tentative de suicide au cours de leur vie. Donc voilà, toutes ces choses, toutes ces dimensions sont à prendre en compte dans les conduites suicidaires et a fortiori le suicide, pour comprendre en fait les expériences de mal-être et les expériences de souffrance. Pour continuer sur la violence, la question qui est aussi centrale, c'est de comprendre tous ces éléments dans des trajectoires biographiques. Donc là, en fait, mis bout à bout, tous ces déterminants sociaux de santé, ces expositions différenciées, ces questions de violence, on a un peu l'impression que c'est une mécanique un peu causale ou déterministe, et que le fait de subir des violences implique nécessairement une conduite suicidaire ou un suicide derrière. L'importance des approches plus longitudinales et biographiques, c'est de montrer qu'il y a aussi des moyens de s'en sortir, notamment des moyens de se soigner, d'en parler, etc. Mais que la question des violences et de la position au sein de la société implique des conduites suicidaires sur le long terme. Et c'est ce graphique qui a été publié dans un des rapports nationaux de l'Observatoire du suicide, c'était pas le dernier, mais celui d'avant encore, qui montre que, par exemple, avoir subi des violences avant 11 ans, arrivé à 50 ans, les personnes qui ont subi des violences avant 11 ans, donc là, ici, en l'occurrence, un viol ou une tentative de viol, ont plus de 35% de chances d'avoir déjà fait une tentative de suicide. Donc tout ça montre que, que la violence s'inscrit durablement dans le corps, et que la position au sein de la société aussi implique une expérience sociale qui favorise les conduites suicidaires durablement dans le temps. Mais encore une fois, tout ça, c'est une approche statistique, et l'intérêt de la question biographique, c'est de montrer qu'il y a des manières, des parcours qui justement dévient, et que ce n'est pas quelque chose de forcément causaliste ou déterministe. Se retrouver dans une position de violence ou de domination n'implique pas toujours un suicide ou une conduite suicidaire. Donc voilà, tout ça, c'était quelques pistes explicatives de la recherche récente. Je me suis appuyé sur des travaux de l'Observatoire du suicide, des recherches qui ont été menées dans son cadre, des lectures aussi à côté. Il y a des travaux d'une stagiaire, Lucie Lobin, qui était venue l'année dernière et qui avait beaucoup travaillé sur ces questions d'inégalité sociale dans le cadre de l'Observatoire national du suicide. Les travaux aussi de Jean-Baptiste Azot, très actifs au sein de l'Observatoire national du suicide et de l'adresse sur ces questions-là.